Un débat du jour auquel vous pouvez participer avec deux adresses rcf non pas rcf direct @rcf.fr et puis direct @radionotre-dame.com. Voilà, n'hésitez pas tout au long de ce débat jusqu'à 10h, si possible avant 10h quand même, pour qu'on puisse écouter et commenter ce que vous avez à nous dire ce matin sur l'actualité. Une actualité donc dominée par la politique, encore avec un week-end chargé du côté des partis politiques qui se sont mobilisés, le RN, Gabriel Attal et Renaissance, et puis aussi en République, les opposants au RN, ou la gauche et les filles, qui se sont mobilisés également dans le contexte que l'on connaît de la condamnation de Marine Le Pen. On parlera également d'Elon Musk et de la zone transatlantique. Faut-il une zone de libre-échange qui contraste avec ce que l'on entend par ailleurs sur les droits de douane? Et puis on parlera aussi des ZFE, les zones à faible émission. Il y a un texte qui est discuté sur le moratoire. Est-ce qu'il faut repousser le calendrier pour la mise en œuvre de ces ZFE? Voilà le menu du jour, donc n'hésitez pas à participer. Autour de Maïeul Aldebert et d'Antoine Colonna. Maïeul Aldebert, journaliste au Figaro. Bonjour Maïeul. Bonjour. Et Antoine Colonna, rédacteur en chef du Spectacle du Monde. Bonjour Antoine. On va commencer par ce week-end donc politique avec Gabriel Attal par exemple, qui s'organise déjà pour 2027, semble-t-il, sous les ovations des militants Renaissance. Il a lancé une opération 2 ans pour la France. Et donc, c'est une manière donc de se positionner déjà, de même que Marine Le Pen qui a fustigé une décision politique qui bafoue l'état de démocratie en réponse à la condamnation dont elle a été l'objet. Quant à la République, des militants de gauche contre le RN ont appelé à soutenir la justice. Les choses se mettent un petit peu en place, Maïeul Aldebert, estimez-vous? Oui, alors c'était assez intéressant ce week-end parce qu'il y avait vraiment 3 salles, 3 ambiances, avec 3 cultures politiques assez différentes, des lieux géographiques assez précis dans Paris. Place de la République, on avait des drapeaux palestiniens énormément. Place Vauban, on avait des drapeaux français. Et puis pour le meeting de Gabriel Attal, c'était beaucoup de drapeaux européens. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que le meeting de Marine Le Pen, finalement, a quand même réuni assez peu de monde, même si Jordan Bardella parle de 10 000 personnes. Je crois qu'ils étaient à peu près 7 000. Ça montre vraiment cette difficulté pour le Rassemblement national, qui est le premier parti d'opposition et le premier parti aujourd'hui en France, qui rassemble un tiers des électeurs, à rassembler. Alors évidemment, c'est pas dans sa culture politique, et on voit que la gauche tient toujours la rue. Pourquoi n'est-ce pas dans sa culture politique d'ailleurs? Parce que historiquement, la droite et la droite radicale et la droite nationaliste sont moins promptes à rassembler, à manifester leurs convictions politiques dans la rue et dans les manifestations. Je pense que la grande dernière manifestation de droite nationaliste, on va dire, ça doit être le 6 février 34, sans doute. Ça commence à remonter. Ça commence à remonter. Ça s'est mal terminé, ceci explique peut-être ça. Voilà, ça s'est mal terminé. Puis surtout, il y a une contre-manifestation immédiate quelques jours après. Là, la contre-manifestation, elle se fait le même jour. Et je crois qu'elle a moins rassemblé. Elle n'était pas non plus... c'était pas non plus une grande réussite. Mais moi, voilà, ça m'a interpellé, le fait que le Rassemblement national n'arrive pas à rassembler énormément. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense, je suis même sûr qu'il y a beaucoup d'électeurs du Rassemblement national qui ont découvert en fait cette affaire de détournement de fonds publics au Parlement européen le jour de la décision de lundi dernier. Et pour qui, en fait, ça évoque pas grand-chose. Et pour qui, en fait... ça choque pas non plus outre mesure, parce que je pense que c'est pas perçu comme la corruption morale. Il y a une espèce d'incompréhension de ce détournement de fonds assez technique où il n'y a pas eu vraiment d'enrichissement personnel. Et donc je sais pas si les électeurs du Front National sont très mobilisés sur cette question. Pas très sensible à cette question un peu technique. Antoine Colonna. Oui, pour aller dans votre sens, évidemment, il y avait peu de monde place Vauban. Mais il y a eu un nombre d'adhésions supplémentaires au Front National. Il parle de 20 000 adhérents supplémentaires. On n'a pas entendu qu'il y avait des désadhésions du mouvement. On a l'impression que, de toute façon, sur les 3 familles politiques qui s'étaient un peu mobilisées ce week-end,
ça n'a pas fait florès. Quand vous regardez les images du meeting de Gabriel Attal à la Cité du Cinéma, c'est peut-être un signe, je ne sais pas. La foule est assez compacte dans une salle qui est assez petite et c'est filmé par les moyens de Renaissance. Donc vous avez déjà quelque chose de truqué, si j'ose dire. Pareil, place de la République, il n'y avait pas grand monde. Alors le 1er mai, c'est un peu plus tard. On verra s'il y a plus de monde pour cette date de mobilisation des Français. Mais ça montre aussi peut-être un divorce des Français par rapport à leur classe politique au pluriel, qui ne répondent pas fondamentalement aux aspirations des Français. Et dans ce contexte, on voit que peut-être le RN tirera son épingle du jeu un peu plus, parce que, prenant la place du persécuté, ce qui est un rôle dans la politique française qui est toujours gagnant, que ce soit d'ailleurs Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui sont crédités des mêmes scores aux prochaines présidentielles, on aura à peu près les mêmes choses. Mais est-ce qu'il y a, à votre avis, un désintérêt tout simplement de l'opinion pour les questions politiques? Est-ce qu'il y a une évolution de la société un petit peu, une tendance lourde, et qui fait qu'il y a un décalage entre les médias qui ne parlent que de ça finalement, qui hystérisent l'opinion là-dessus, qui en parlent beaucoup trop parce qu'ils ne savent pas ou ne peuvent pas parler d'autre chose, alors que finalement les gens ne s'intéressent pas tellement? Je pense que les gens s'intéressent beaucoup à la politique. Ce qui les déçoit, c'est les solutions qu'on leur propose. Revenons un instant sur Gabriel Attal. Gabriel Attal nous a fait du Macron de 2017. C'est quasiment le même discours. Et pourtant, il est sans doute aussi jeune, voire un peu plus jeune que Macron l'était en 2017. Où sont les nouvelles idées? Comment quelqu'un qui a un bilan de 10 ans peut dire « Ah, c'est pas de notre faute, on va travailler, on a créé des think tanks, on va réfléchir, c'est notre projet. » Voilà, on est exactement au même point. Les gens, cette nouvelle génération, comme ses aînés, devient aussi lassée de ce discours politique, qui est un discours has-been, même s'il est porté par des gens physiquement jeunes. Leur pensée politique, que ce soit sur l'international ou sur le national, est complètement dépassée. C'est votre avis, Manuel Aldebert? Moi, je pense qu'effectivement, les gens s'intéressent beaucoup à la politique, mais il y a des moments et des temps politiques forts qui sont les échéances électorales. Et on l'a vu, je pense, en juin dernier, où vraiment une quantité de personnalités aussi du monde de la culture, du monde, je pense, chez les jeunes, de youtubeurs aussi se sont prononcés sur les questions politiques alors qu'ils le font absolument jamais. Donc ça montre bien que les gens sont très intéressés, mais il y a une fatigue quand l'électeur constate que ces idées en fait sont pas représentées et que le vote n'amène à aucune solution concrète. C'est un peu ce qui se passe avec la paralysie un peu de la vie politique aujourd'hui, même si les partis cherchent des façons de rythmer toujours avec ces manifestations et ces rassemblements. Pardon, mais je pense que vraiment les électeurs attendent la prochaine échéance et peut-être se concentrent en attendant sur les problèmes du quotidien, parce que il y a aussi d'autres choses à penser. Quels sont les camps qui phosphorent le plus dans le domaine politique? Moi, j'ai l'impression que ça travaille plus, ça bosse plus à gauche qu'à droite, non? Antoine Colonna, Manuel Aldebert. Bon, ça réfléchit plus au... Il y a des think tanks. Alors, évidemment, c'est plutôt une spécialité de la gauche. Le PS, il y a Terra Nova, vous avez des gens qui produisent du papier. Maintenant, si c'est encore une fois, pour produire les mêmes solutions qui ont prouvé leur inadaptation aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, on arrive quand même à la 4e révolution industrielle avec l'intelligence artificielle. On arrive à la mise à plat de tout l'équilibre économique mondial par Trump et ses réformes. Alors voilà, il va falloir travailler. Réfléchissons bien sûr, créons des comités bien sûr. C'est une spécialité française d'ailleurs. Même le gouvernement a beaucoup de comités, etc. Tant que la décision politique n'est pas prise d'aller dans un sens qui va être nouveau, on restera au même point. Mais j'ai l'impression que, en particulier dans les milieux universitaires, les écoles, près des jeunes qui font des filières intellectuelles, si on prend Sciences Po, on a fait un sujet il n'y a pas très longtemps sur Sciences Po à travers le témoignage de Pablo Ladan, qui a écrit La Terreur violette, qui est d'ailleurs passé aussi au Figaro, Mayol. Et on est impressionné par le degré d'investissement politique d'une certaine partie de la jeunesse, mais beaucoup plus à gauche, voire à l'extrême gauche. Ça, c'est encore très vivace. Il y a encore, j'ai l'impression que c'est plus fort de ce côté-là qu'en face, non? Pour expliquer en fait le peu de mobilisation aussi d'ailleurs du RN. Oui, après, je pense que
de toute façon, la jeunesse vote peut-être un peu plus à gauche selon les sondages d'opinion, ça c'est certain. Après, il y a beaucoup d'initiatives aussi à droite. Il y a beaucoup de think tanks qui se créent un peu tous les jours. Il y a des nouveaux milliardaires qui investissent, on les connaît. On pense à Sterrin, dont on parle beaucoup en ce moment avec sa structure Périclès. Et puis il y a tout un effet Trump aussi qui va être intéressant à mesurer dans notre débat politique. Et qui va certainement... Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose quand même. Hein. Il n'y a pas grand-chose, mais parce qu'on a besoin aussi, chez nous, dans notre 5e République, d'échéances électorales, encore une fois, pour avancer. Et aujourd'hui, il y a une paralysie du temps politique, de l'agenda. Il y a un contexte international aussi qui mobilise beaucoup d'attention. Donc, je pense que tout ça va renaître assez rapidement. Les 3 blocs qui se sont manifestés ce week-end, ça veut dire que les choses sont bien en place pour l'élection, c'est-à-dire qu'on ne sortira pas de cette configuration-là. A priori, rien de nouveau sous le soleil. Dominique de Villepin qui tente une sortie n'a pas l'air d'accrocher la route pour l'instant. Donc on va voir. Juste, je voudrais revenir sur la structuration intellectuelle des partis, oui. Et notamment à droite et à l'extrême droite, entre guillemets. Oui, les États-Unis ont une culture de façonnage de leur environnement international. On l'a vu depuis 30-40 ans, les démocrates ont beaucoup façonné, notamment l'Europe, à travers des instituts, la Open Society Foundation, etc. Trump va faire la même chose. Donc Trump est déjà en train de repérer partout en Europe des futures élites de droite. Et il est en train de les financer. Voilà, donc ça, on a des noms ? On a des noms sur les futures élites. Non, ils sont en train de faire les castings, mais absolument, c'est en cours. Et si vous nous en dites plus, parce que j'imagine que vous avez un petit peu enquêté là-dessus, Antoine. C'est en cours. Mon enquête est en cours aussi. Je donne le début de Je mon pense enquête. qu'il y a le forum conservateur qui a réuni toute l'international nationaliste. Absolument. Auquel Bardella s'est rendu aussi. Tout à fait. Et c'était assez intéressant de voir de ce point de vue-là, même les désaccords et Bardella qui refuse finalement de faire son discours parce que Steve Bannon fait un geste déplacé, un salut nazi pour pas le dire. Donc on voit un peu les cultures politiques nationales aussi s'exprimer, même au sein d'un même camp. Bien sûr. Mais évidemment, il y a des connexions mais elles datent pas d'aujourd'hui, je crois. Mais elles s'amplifient et elles se financent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Trump vient avec l'appareil d'État américain, ce qui n'est pas une petite chose. Et de la même manière que vous pouvez avoir de l'armement américain, des chars, des avions, on va avoir des think tanks américains qui vont être dans le camp conservateur. Je prends l'exemple pour aller plus loin. L'Heritage Foundation, par exemple, mais qui est un petit peu à la gauche de Trump. Mais en Europe, vous avez l'ICC qui est basé à Budapest, donc qui est dans la roue de Viktor Orban et qui est complètement connecté avec ce monde-là. C'est des gens qui sont à l'origine un contre-feu à ce que faisait Soros en Hongrie. Mais est-ce qu'on peut mesurer l'influence de ces structures-là ? Oui, parce qu'ils sont en train de... Qui me semble quand même assez faible dans les filières universitaires, par exemple. Oui, c'est un début. C'est un début, mais ils vont finir par cranter des choses. Et aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'il y a une mobilisation autour, puisque vous avez sur le terrain de l'effet Donald Trump et de ce qu'il peut produire en Europe, est-ce que c'est un levier de mobilisation ? Apparemment non, puisque justement Place Vauban, vous disiez qu'il n'y avait pas grand monde. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas d'effet Trump sur la mobilisation française. C'est 2 choses différentes. Il y a une structuration intellectuelle à moyen et long terme. Ça, c'est les think tanks qui vont se déployer en Europe et les conversations entre les politiques des différents pays européens. On a vu que Trump est intervenu directement, ainsi que Musk et J.D. Vance, sur la question Le Pen en disant « Free Marine Le Pen ». C'était leur hashtag la semaine dernière. Donc ils sont attentifs à tout ça. Et pareil, dans la guerre qu'ils sont en train de conduire contre l'élite actuelle européenne, ils ne vont pas se priver de faire ce que les démocrates ont fait dans l'autre sens pendant 20-30 ans. Oui, et par ce biais, il n'y a pas que la structuration intellectuelle, les think tanks et puis toute cette activité-là de penser la politique. Il y a aussi, alors surtout peut-être du côté de la gauche démocrate américaine, le financement par le biais de l'UCED pour le coup, de plusieurs associations, parce que l'UCED c'est pas que des associations humanitaires qui viennent sur des terrains sinistrés de manière occasionnelle, c'est aussi énormément d'associations à visée politique. Donc c'est toute une structuration culturelle qui est en train d'être rebattue en brèche. Mais qui s'effondre. Et qui s'effondre complètement par les décisions assez spectaculaires de l'administration Trump. C'est-à-dire que tous les fonctionnaires de l'USAID ont été mis à pied du jour au lendemain, sine die,
par l'administration Trump. C'est une nouveauté. Pareil pour des structures comme Radio Free Europe, Radio Liberty, qui émettait depuis la guerre froide partout en Europe de l'Est. Et ça, pour le coup, c'est une décision politique qui a été réfléchie ces 10 dernières années, notamment par le biais de la Heritage Foundation, qui a produit énormément de rapports, de documents pour éclairer le débat public là-dessus et pour dire, voilà où va l'argent des contribuables américains. Donc c'est assez intéressant. Nous, on l'a un peu découvert là, mais c'est un vrai sujet dans le Parti républicain depuis au moins une dizaine d'années, depuis même un peu avant Trump. Ça a commencé en fait au début des années 2010 avec le mandat Obama. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans ce bloc central qui se situe donc entre LFI et le RN, est-ce qu'il y a d'autres figures que Gabriel Attal qui pourraient émerger côté LR par exemple? Est-ce qu'on pourrait avoir une redistribution? Parce qu'on ne les entend pas énormément aujourd'hui. Vous avez parlé de Dominique de Villepin, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'ils se positionnent également? Évidemment, il y a Retailleau qui pourrait peut-être... c'est celui qui tient la corde pour l'instant. Il a 2 fois plus de points que son j'oublie le nom de ça. Jean-Noël Barrot? Non. Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, merci. Pardon. Alors, je parlais de Jean-Noël Barrot, c'est celui qui est en Algérie, c'est pas Retailleau qui est en Algérie. C'est vrai. Ce qui peut percevoir comme une humiliation un peu. Mais ils auraient pu aller ensemble, mais bon, c'est les affaires étrangères. Évidemment, si Retailleau a des succès, et s'il a envie d'y aller, ce qui n'est pas tout à fait certain aujourd'hui, peut-être qu'il pourra être un Fillon 2 s'il n'est pas arrêté par des machines judiciaires. Ça, c'est faisable, ça. En tout cas, c'est quelque chose. Il y a plus d'indécision dans le bloc central que des deux côtés. Oui, parce qu'il n'y a pas des deux ailes. Il n'y a rien qui les porte vraiment. C'est vrai que le fait d'être au gouvernement les force aussi à une forme de discipline. Ils ne peuvent pas non plus ruer dans les brancards complètement. Aujourd'hui, renouveler la politique, ça serait quelque chose de... Puisque là, on s'aperçoit qu'on est entré dans une campagne. Il y a la campagne pour les municipales aussi qui va s'engager. Mais est-ce que les Français ont un rapport un peu pathologique quand même à la politique qui verse dans une forme d'hystérisation? C'est-à-dire même une question comme la condamnation de Marine Le Pen, on peut l'aborder, on a essayé de l'aborder sur notre antenne du point de vue du droit, en essayant de dépolémiquer, si on peut dire, au maximum, en se disant ça aurait été n'importe quel autre candidat, on aurait pu analyser la situation de la même manière. C'est très difficile d'aborder ces choses-là. Est-ce que vous le sentez dans vos médias respectifs? Oui, complètement. C'est vrai que je pense que Marine Le Pen, contrairement à Jordan Bardella, elle a un rapport très presque charnel avec ses électeurs. Elle a un rapport, c'est vraiment la personnalité à laquelle les électeurs du Front National sont très attachés. Et peut-être que on parle moins effectivement de cette fameuse loi sur l'inéligibilité provisoire. Que de la possibilité qu'un tiers de l'électorat puisse être privé de sa candidate, mais en fait sa candidate qui représente des idées, mais aussi sa candidate naturelle, comme dit d'ailleurs le Rassemblement national. Donc je pense qu'effectivement, mais c'est normal, c'est la politique. Aussi la politique, on est représenté par quelqu'un qui porte des idées, on est aussi représenté par une personne qui est un leader, un chef, et qui vient diriger, prendre des décisions. Maya Laldebert, Antoine Colonna, on se retrouve juste après les infos de 9h30 avec Cécile Mérieux. Je pense, donc j'agis, Melchior Gormand. Chaque matin dans Je pense donc j'agis, je vous invite à la réflexion et à l'action. 1 heure pour réfléchir, creuser une question et prendre du recul sur l'actualité, puis 1 heure pour agir avec des témoignages d'acteurs de terrain et les auditeurs. Je pense donc j'agis du lundi au vendredi de 10h à midi sur RCF et Radio Notre-Dame. Bayard Musique vous présente Splendeur de l'Ars Nova, le nouvel album de la Scola de la Sainte-Chapelle. La Scola de la Sainte-Chapelle nous fait découvrir les premières pièces polyphoniques qui témoignent de l'innovation musicale au XIVe siècle, l'Ars Nova, dont la célèbre messe de Toulouse. L'album Splendeur de l'Ars Nova de la Scola de la Sainte-Chapelle, disponible dès maintenant chez votre libraire disquaire et sur bayardmusique.com. Aujourd'hui, Sylviane a le sentiment du devoir accompli. À 78 ans, elle vient de donner un coup de pouce financier à ses petits-enfants. Mais surtout, Sylviane a fait une donation à la Fondation Foch. Elle aide ainsi 300 médecins et chercheurs de l'hôpital Foch à combattre la maladie et soutient une médecine d'excellence au service de tous. Legs, donation, assurance vie. Comme Sylviane, soutenez l'hôpital Foch. Appelez le 01 46 25 27 74 ou connectez-vous sur fondation-foch.com. Radio Notre-Dame, restez avec nous.
9h30, les infos. Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. 3 meetings et une condamnation. Journée de mobilisation hier à Paris. Marine Le Pen a promis de ne rien lâcher face à une esplanade des Invalides loin d'être remplie. Entre 7 et 10 000 participants, selon les sources. Au même moment, LFI et les écologistes organisaient un contre-rassemblement place de la République. Là aussi, finalement, peu de participants. Encore un autre meeting était organisé de longue date par le leader du parti présidentiel Renaissance, Gabriel Attal. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a annoncé lors d'une visite à Alger une nouvelle phase pour les relations entre la France et l'Algérie. Nous voilà au bout de 8 mois d'une crise qui a mené les deux pays au bord de la rupture. Donald Trump reste inflexible dans sa guerre commerciale. Ses droits de douane entrés en vigueur samedi provoquent la panique sur les marchés. La bourse de Paris plonge de plus de 6% à l'ouverture, tandis que celle de Francfort s'effondre de 9%. L'augmentation des droits de douane sera au programme des discussions entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump prévues aujourd'hui. Autre sujet sur la table, les tensions avec l'Iran et l'offensive israélienne à Gaza. Dans la bande de Gaza, justement, les bombardements continuent de sévir. La défense civile a rapporté la mort d'au moins 44 personnes hier dans de nouvelles frappes israéliennes. Au lendemain de son arrivée en Égypte pour une visite d'État de 2 jours, Emmanuel Macron est actuellement reçu au palais présidentiel de son homologue égyptien. Abdel Fattah al-Sisi est l'un des médiateurs entre Israël et le Hamas. Le président de la République attendu demain près de la frontière avec Gaza, entend marquer sa mobilisation en faveur d'un cessez-le-feu. Et enfin, des nouvelles du Vatican. Le pape François est brièvement apparu en public hier pour la première fois. C'est sa première apparition donc publique sur la place Saint-Pierre au Vatican depuis sa pneumonie. Le pape est venu saluer et bénir les fidèles à la messe de clôture du Jubilé des malades et du monde de la santé. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com, en présence de Mayol Aldebert, du Figaro et d'Antoine Colonna du Spectacle du Monde. Un spectacle difficile à comprendre parfois. On parle beaucoup des droits de douane, évidemment. Et puis de l'autre côté, vous avez Elon Musk qui plaide pour une zone de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Nord, avec des droits de douane nuls. C'est ce qu'il a dit lors du congrès de parti italien anti-migrants de la Ligue à Florence. Voilà ce qu'a dit Elon Musk. Alors, comment interpréter ces paroles ? Quelles sont les conséquences pour les Européens qui perdent un petit peu la tête, et puis pour aussi peut-être les Français qui s'interrogent sur leur pouvoir d'achat et les conséquences que cette redonne pourrait avoir sur l'économie et la santé même des entreprises qui sont déjà lourdement taxées. Antoine Colonna. Alors, Elon Musk nous parle finalement de ce qui s'appelait le TAFTA, le libre-échange entre les deux côtés de l'Atlantique, qui a été refusé par les Européens, parce que les Européens comprenaient à raison que ça serait une catastrophe pour l'agriculture européenne et pour un certain nombre de secteurs, et en particulier pour l'agriculture française, pour ce qui nous concerne directement. Il faut aussi parler de la temporalité de ce que dit Musk. Musk ne veut pas ce libre-échange maintenant. Il veut d'abord que Trump fasse le travail, c'est-à-dire dégage les grands blocs qu'il va falloir dégager et remettre l'église économique au sein de son village. C'est un peu ce qu'il a envie de faire, notre ami Trump. Tant que ça n'est pas fait, il n'y aura pas d'accord de libre-échange, bien sûr, parce que ça veut dire zéro taxe, zéro import-export entre les deux côtés de l'Atlantique. Il est déjà en train de le faire, Trump. Il le fait avec l'Argentine. 0% pour son ami Milei, qui applique une politique qui plaît beaucoup à Trump, parce qu'il y a aussi chez Trump l'aspect idéologique. On l'a dit dans votre journal, Benjamin Netanyahou est à Washington aujourd'hui. Il va aussi essayer de négocier un tarif préférentiel avec Trump. On a vu les Britanniques qui, n'étant pas évidemment dans l'Union européenne, mais ont quand même aussi négocié quelque chose de plus avantageux, 10% au lieu de 20% pour les Européens. Donc chacun y va de sa propre négociation, en ordre dispersé apparemment. Antoine. Oui, bien sûr. Et puis Trump est pour fracturer l'Union européenne. Dans exactement 26 minutes à Luxembourg, vous aurez l'ouverture du Conseil des ministres européens. Ça va pas être facile parce qu'on a déjà les opinions des Italiens, des Espagnols, sans doute des Polonais et des Hongrois qui n'auront pas une ligne anti-Trump. Mayol Aldebert. C'est vrai que pour négocier un espace de libre-échange, il faut concilier entre des nations alliées des intérêts économiques contradictoires, qui se superposent souvent d'intérêts politiques aussi contradictoires. Déjà, au sein de l'Union européenne, c'est pas une mince affaire. On a réussi à le faire. Avec les États-Unis, ça paraît compliqué, mais on pourra en revenir.
sur la déclaration de Musk, je trouve ça intéressant parce que sur le libre-échange, on dit souvent que les personnes qui viennent du monde de l'économie sont favorables et les politiques sont défavorables parce que ils doivent concilier, ils doivent respecter un certain nombre de critères de souveraineté, de défense de secteurs d'économie, de défense d'AOP aussi. D'ailleurs, les AOP, c'est ce qui avait bloqué le TAFTA en 2016. Et Musk politique épouse tous les thèmes de campagne de Trump et puis le début de la mandature de Trump. Et là, le Musk économique, on va dire, se prononce pour le libre-échange, d'ailleurs, de manière un peu ironique, une semaine ou deux après que les actions de Tesla s'effondrent. Je pense que ça n'a aucun rapport, mais moi, je pense plutôt que c'est un effet d'annonce, c'est-à-dire que Trump a voulu sidérer et provoquer un choc mondial, ce qui est complètement réussi, pour pouvoir imposer les États-Unis dans des nouvelles négociations sur les droits de douane. Je ne pense pas que ces droits de douane de 20%, ils sont bien sûr pas du tout amenés à être entérinés. Et là, Musk... Ça veut dire qu'ils n'auront pas lieu ? Ça veut dire qu'il va y avoir des rediscussions, en fait. En fait, c'est un peu comme quand Donald Trump impose à la Colombie le retour des ressortissants colombiens expulsés du territoire américain et gèle et augmente les droits de douane justement à ce moment-là pour forcer le gouvernement colombien à accepter. Donc là, c'est un début de négociation, c'est peut-être ce qu'on voit pas assez. Et Musk entrouvre la porte en disant voilà vers quoi en fait on veut se diriger. D'ailleurs, il le fait pas sur X comme il a l'habitude de le faire, où il a une audience mondiale assez large, c'est là où il est le plus lu et écouté. Il le fait dans un forum d'un parti politique en Italie, voilà. Donc voilà, moi je pense que c'est un peu un continuum des futures négociations. Et puis après sur le bien fondé d'un espace de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, là pour le coup c'est un vaste débat. C'est vrai que c'est plus un fantasme américain. Les opinions publiques européennes s'y sont opposées, alors que la Commission européenne était assez largement pour. Mais de manière générale, oui, c'est très défavorable à l'Europe. C'est une révolution économique et nous allons gagner, a écrit en lettres majuscules le président américain sur sa plateforme Truth Social, c'était samedi, exhortant toutefois ses compatriotes à tenir bon, car ça ne sera pas facile, c'est ce qu'il a dit, après l'entrée en vigueur des droits de douane additionnels de 10% qui se superposent aux taxes déjà existantes. Il dit le résultat final sera historique. Voilà ce que dit Donald Trump en parallèle de ce que dit Elon Musk. Alors, on a deux discours un peu contradictoires. Comment voyez-vous cet attelage ? J'irai un peu dans le sens de Maya Aldebert, même beaucoup. Pourquoi un peu ce que dit Musk, il faut le comprendre dans une limite qui est à la fois spatiale et temporelle. C'est-à-dire que c'est un libre-échange avec l'Europe. C'est pas un libre-échange avec la Chine, par exemple. Pourquoi Trump, depuis en fait 87, s'oppose à la politique libérale de Ronald Reagan ? Vieille chose, mais depuis 87, Trump dit le libre-échange désindustrialise les États-Unis et enlève des emplois. Et donc, par sa théorie du choc, il veut refaire venir de l'industrie et refaire venir des emplois aux États-Unis. Il veut forcer en réalité toutes les entreprises qui construisent quelque chose à venir ouvrir des usines, c'est déjà le cas. Tout simplement. Voilà, c'est ça son mécanisme. Donc, si Elon Musk parle un jour, quand on aura fini ses batailles, d'un accord transatlantique, c'est quelque chose avec des économies qui ressemblent à peu près à l'économie américaine, puisque l'économie européenne est également assez désindustrialisée. Donc tout ça, ça va se cranter progressivement, et ce sont des projets pour le futur. Mais on n'imagine pas la chose dans l'autre sens. Par exemple, l'Union européenne qui dit aux États-Unis, aux entreprises, voilà, on vous taxe à hauteur de temps, et votre intérêt, ça serait de venir mettre nos usines, usines chez nous. Le problème, on n'a pas ce discours-là. Pourquoi ? Mais parce que c'est exactement comme Monsieur Attal. On est toujours au fond du filet, on est toujours à réagir à quelque chose. On n'est pas une force de renouvellement, voilà, on ne pousse pas nos avantages. On pourrait faire des choses, on pourrait s'accorder avec plusieurs pays européens pour créer des axes de discussion et en fait mener à l'agenda. Et le problème, c'est que ce sont nos autres partenaires internationaux qui le font. Qu'est-ce qui va sortir du Conseil des ministres, Antoine Colonna ? Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, mais
je pense qu'il ne va pas sortir forcément grand-chose vu l'état de division des Européens entre eux. Madame Meloni disait dans une interview récente au Financial Times que choisir entre Washington et Bruxelles, c'était quelque chose d'enfantin. Donc la fracture entre Européens, elle existe avec des grands pays. L'Italie, c'est la 3e puissance économique européenne. Elle choisit elle-même entre les deux ? Mais justement, elle ne veut pas choisir. Elle ne veut pas choisir parce que l'Italie a historiquement et économiquement des liens très importants avec les États-Unis. Et puis elle comprend très bien qu'elle n'est pas de taille. Donc elle est prête à négocier pour l'Italie des tarifs préférentiels. Et c'est la même chose pour l'Espagne. Les Espagnols, qui eux sont moins, entre guillemets, pro-américains, M. Sanchez est tout à fait calme et modéré. Amaïol Aldebert. Pour réagir à ce que vous disiez sur le fait que les Européens sont divisés et toujours en réaction, il faut quand même pas oublier que on a l'impression qu'on n'a jamais été en guerre économiquement avec les États-Unis, mais c'est quand même une longue histoire depuis la Seconde Guerre mondiale en fait, plutôt les années 60, où on a eu plein d'épisodes de bras de fer et de bras de fer très souvent engagés par les Européens eux-mêmes et qui ont parfois tenu bon et pris gain de cause. Il y a la guerre sur le poulet, la guerre sur les bananes, sur l'acier, l'aluminium, tout le secteur sidérurgique américain. Et puis peut-être quelque chose qu'on connaît mieux, c'est le bœuf aux hormones. Quand l'Europe a décidé d'interdire l'importation de bœuf aux hormones en invoquant un principe de précaution, les États-Unis et le Canada, où c'est largement utilisé dans l'élevage, ont vu leurs débouchés européens s'effondrer d'un seul coup. Et en fait, l'OMC a même tranché en faveur des Américains en autorisant les États-Unis à sanctionner les Européens, et les Européens ont tenu bon. Donc je pense que on est quand même... bon, ça s'applique aussi aux Européens, hein. Ce n'est pas juste une phrase de Donald Trump à l'égard de ses propres ressortissants. Mais bien sûr, et on est capable de le faire. C'est évident. On est capable de se mettre d'accord. Alors souvent, on s'est mis d'accord quand c'est vrai, on était moins nombreux. Du temps de la communauté économique européenne et avec les Allemands aussi, quoi. Et sur des choses assez sectorielles. Tous les exemples que vous donnez, historiques, tout à fait pertinents, sont aussi très sectoriels. Là, Trump est beaucoup plus dangereux parce qu'il attaque tout en même temps. Et quand vous mettez une attaque frontale, c'est là où l'industrie allemande n'est pas celle de la France, n'est pas celle de l'Italie, et c'est là où on arrive divisé parce qu'on a chacun une réalité considérable. Est-ce que ces sujets sont suffisamment abordés même par les médias ? C'est vrai qu'il y a un aspect technique, mais je fais simplement écho à ce que nous dit Stéphane, qui revient à la discussion antérieure sur les meetings qu'il y a eu ce week-end. Les Français ont tellement de problèmes au quotidien à finir le mois financièrement, qu'ils ont autre chose à faire le dimanche que d'aller pleurer sur le sort des élites. En plus, nous pouvons nous douter que Mme Le Pen pourra se présenter en 2027. Lui pense que donc c'est un petit peu du théâtre. Monsieur Mélenchon parle dans le vide, il essaie de sauver ce qui reste à sauver. Quant à Gabriel Attal, il est totalement déconnecté de la réalité des Français, ce qui rejoint un petit peu ce que vous disiez, Antoine, tout à l'heure. Bref, c'est un dimanche pour alimenter les chaînes d'infos continues. Et en fait, on ne parle pas des vrais sujets, on ne parle pas des vraies questions. C'est vrai que le sujet de la guerre douanière, il est franchement assez technique. Mais en fait, il a des répercussions très concrètes dans le quotidien pour les secteurs d'activité concernés. Et c'est le rôle des médias aussi de le vulgariser. Mais en fait, on est dans un système économique qui s'est tellement complexifié, dans un capitalisme financiarisé qui s'est décroché. Enfin, il y a peut-être une rupture en fait, effectivement, entre le quotidien et puis toutes ces règles assez complexes et ces négociations assez obscures parfois. D'ailleurs, ce qui était reproché au TAFTA qui était négocié en 2016, c'était d'être pas assez transparent en fait. Donc il y avait des négociations très obscures entre les différentes instances en Europe et aux États-Unis. Et en fait, on ne connaissait pas le contenu des dossiers. Donc, après, il y avait des secrets industriels à tenir pour mener à bien ces négociations, mais ça pose aussi question. Et l'opinion se sent donc à la fois peu légitime et peu informée sur ce genre de sujets sur lesquels elle n'a pas franchement d'avis, même s'il y a des conséquences. Ça va nous faire une transition presque naturelle avec le sujet suivant, c'est-à-dire les normes écologiques ont une incidence quand même très forte sur l'industrie européenne, et l'Europe se prévaut bien souvent, l'Union européenne se prévaut
d'une sorte de supériorité morale sur le reste du monde par le fait qu'elle impose des normes que d'autres pays ne respectent pas. Et cela, évidemment, nous engage davantage, mais cela n'est pas neutre, quand même, du point de vue économique, Antoine Colonna. Bien sûr, tout le monde a envie de vivre avec un bon air et des forêts, des oiseaux, etc. Et ça fait partie sans doute d'un vrai programme politique qui n'est ni à gauche ni à droite. Une fois qu'on a posé ça, les gens qui imposent certaines zones, les fameuses ZFE, voilà, dont on va parler, voilà, pour interdire certaines voitures qui polluent plus que d'autres. En réalité, ils stérilisent un tissu économique. Ils empêchent des travailleurs qu'on appelle aujourd'hui travailleurs pauvres de pouvoir venir dans les grandes métropoles pour poser un camion, réparer telle ou telle chose. Donc, c'est très bien de vouloir un monde plus vert et plus... mais si vous tuez ce qui fait la vitalité économique d'une nation, d'un peuple, comment est-ce que vous faites ? C'est très compliqué. Et c'est là aussi où on voit la déconnexion avec... je voudrais pas... C'est la 3e fois que je parle de Gabriel Attal, mais vraiment... il est un peu symbolique de ça, de cette déconnexion avec la France d'en bas, et de cette déconnexion et de cette impuissance, puisque lui-même, il dit « Ah là là, on est tous responsables », c'est-à-dire, pas moi, mais nous tous collectivement, de la fermeture de cette école, parce qu'il y a en Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a des dealers autour. C'est-à-dire qu'on veut s'affronter à Trump, on veut s'affronter à Poutine, on veut s'affronter à qui sais-je encore, et on n'est pas capable de sauver une école d'une bande de 20-30 types. C'est quand même extraordinaire. Et on dit, oui, c'est pas de notre faute, laissez-nous encore 2 ans, on va réfléchir, et dans 2 ans, on va vous prendre un truc merveilleux. Et puis, le temps sera beau, et il y aura des oiseaux, et tout sera vert, et il n'y aura pas de voitures polluantes aussi, parce que c'est très important. Donc, il y a des problèmes d'échelle. En parlant de déconnexion et de ZFE, il y a une anecdote qu'on racontait il y a quelques années. Alors, est-ce qu'elle est vraie à 90%, à 80% ou à 70%? Je ne sais pas. Mais c'était quelque chose qui se disait dans les hautes sphères, que l'équipe de Jeanne Hénarque, brillantissime, qui avait théorisé la limitation des 80 km/h, les membres de cette équipe, aucun n'avait le permis. C'est assez symptomatique. Et la deuxième chose... sur cette déconnexion, c'est que... Ça a été vérifié, ça, Mayol? Malheureusement, non, mais on va enquêter. Mais c'est intéressant et pas forcément très surprenant, d'ailleurs. Vous connaissez beaucoup de gens de votre génération qui n'ont pas le permis à Paris? À Paris, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de voiture quand on habite en Vincent, et qu'on se déplace en vélo et en métro. On n'a pas, la voiture n'est pas un outil de travail, c'est plutôt un outil de loisir et de liberté. Donc, on en loue une pour partir en week-end, voilà, de temps en temps. Oui, bien sûr. Ce qu'on mesure pas aussi, et moi ça m'interpelle beaucoup, les voitures qui sont interdites, c'est donc 20 millions de véhicules, 12 millions de voitures et 8 millions de motos, datées de avant 2006 pour les véhicules essence. Ces voitures-là datées de avant 2006, dans 10 ans, elles pourront être classées collection. La carte grise collection, c'est 30 ans. Faut tenir bon, encore là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les voitures qui ont plus de 30 ans, qui sont pas immatriculées collection, il n'y en a plus, elles roulent plus, elles sont trop vieilles. En fait, si on attend 10 ans, ces voitures, elles seront plus sur le circuit. Pourquoi brusquer maintenant un virage sur le dos, justement, de ces travailleurs, entre guillemets, pauvres, alors que dans 10 ans, et puis en plus, en fait, si on les interdit maintenant, c'est aussi des voitures qui vont être dévaluées du jour au lendemain. Et puis c'est des carcasses. C'est pas très écologique de faire 20 millions de carcasses. Oui, c'est pas très écologique. Donc moi, ça m'interpelle. Je trouve ça vraiment. Je trouve ça vraiment aberrant, en fait. Il y a un risque gilet jaune. Il y a eu des mots d'ordre lors d'une manifestation de motards, parce que les motards aussi se sont mobilisés contre les zones à faible émission. Alors, il faut préciser qu'il y a un contexte, parce qu'il y a une proposition de loi sur un moratoire pour reporter l'entrée en vigueur de ces zones à faible émission. C'est un collectif qui s'appelle les Maudies Gueux, les Gueux. Il y avait 15 villes françaises qui étaient concernées. Semble-t-il, on va se limiter à Paris et à Lyon. Un projet de loi donc qui doit être étudié à partir de demain à l'Assemblée. Et donc, ces motards nous disent c'est une injustice sociale inacceptable. Est-ce qu'il y a un risque social pour le coup
avec l'entrée en vigueur de ces ZFE, que ça fasse l'équivalent du 80 km/h. Antoine Colonna. Je n'ai pas de Difficile boule à de évaluer. cristal, mais je pense que les Français qui se sont déplacés justement dans la rue, on évoquait ça en début d'émission, ont quand même subi une certaine violence d'État. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de recommencer. Je crois que la leçon a pas mal servi. Je ne suis pas certain que les gens aient envie de ressortir pour se prendre du lacrymo et compagnie. Donc, mais j'en sais rien. Ça a beaucoup... Je pense que ça a beaucoup frappé, c'est qu'à le dire. frappé l'opinion. Oui. Mayol Aldebert. Moi, je pense que le moratoire, il est indispensable. Il a déjà été fait dans certaines agglomérations, comme à Montpellier, je crois. Ouais. Il est indispensable aussi pour remettre un peu de l'information, clarifier un peu la situation, puisque en fonction des villes, en fonction des jours de la semaine, à Paris c'est le week-end, où on peut circuler avec des véhicules anciens, en fonction de la qualité de l'air, donc ça dépend de la météo, de la pluie et du beau temps. Les règles changent, donc c'est assez nébuleux. Donc le moratoire est indispensable, mais en revanche, ce qui est indispensable, c'est aussi de continuer à en discuter, de continuer à en faire un sujet clivant pour inciter les gens effectivement à changer de véhicule. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, alors même que la loi vient d'entrer en vigueur, ça fait plusieurs années qu'on en parle, et on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, les gens, quand ils achètent une voiture, enfin en tout cas, ça a été le cas pour moi, on réfléchit, en fait, on essaye d'intégrer ces critères-là. Est-ce que j'achète une essence, un diesel, de quelle année? Donc ça va se faire petit à petit, naturellement. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de forcer et de brutaliser, au risque effectivement d'une rupture. Encore je ne sais pas qui parle de séparatisme territorial, mais il y a déjà une rupture qui est très documentée, on en a parlé, entre les villes, les campagnes, les espaces périurbains, les espaces ruraux. Donc effectivement, c'est un sujet sensible, mais c'est paradoxalement bien qu'il reste sensible et clivant pour inciter, pour garder à l'esprit l'impératif écologique aussi, qui est indispensable. Alors justement, cet impératif écologique, est-ce qu'il n'est pas, je fais allusion, Antoine Colonna, au fait que, tenez, le titre de spectacle du Monde, c'est l'Occident contre l'Occident, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'unanimité sur ces questions-là dans les métropoles occidentales, d'arriver, parce que finalement, qu'on voyage à Paris, Berlin, Genève, c'est à peu près les mêmes centres-villes. Aujourd'hui, le même rapport au centre-ville. Et est-ce que les Français sont pas d'éternels râleurs qui refusent les évolutions que tout le monde a déjà acceptées de manière assez normale, assez... Là encore, c'est un peu la une que vous avez la gentillesse d'évoquer du spectacle du Monde. L'Occident contre l'Occident, c'est aussi une vision américaine. La vision américaine, elle est pour le tout voiture. Et les transports en commun aux États-Unis, à cause des lobbies auto d'ailleurs, ont été très peu développés. Donc il y a beaucoup de voitures aux États-Unis. C'est le mode de déplacement encore préféré des Américains, y compris dans les centres urbains. Donc là encore, on a l'essence est peu chère aux États-Unis, elle est beaucoup plus chère en Europe. C'est cette opposition de deux visions de l'Occident, de deux cousins qui regardent chacun de plus en plus dans une direction opposée. Et les Américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, sont tous attachés à la voiture. Absolument. Non, pas absolument, c'est pas vrai. Je pense que les métropoles sont très démocrates. Il y a des métropoles très démocrates. Absolument, oui. Ils le sont moins, sans aucun doute. Et là, on a des normes écologiques aussi qui commencent à devenir. Donc on a cette fracturation qui sépare en fait deux visions du monde, un peu droite et gauche, si on veut faire vite, des deux côtés de l'Atlantique aussi. Alors que l'écologie ne devrait pas nécessairement diviser, comme vous l'avez dit au départ. C'est vraiment quelque chose... En tout cas, l'Église catholique se plaît à rappeler le caractère, j'allais dire, unanime de ces questions-là. Mayol Aldebert et Antoine Colonna, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on aborde un sujet qui n'a rien à voir, Mayol Aldebert, mais qui est un petit peu votre coup de cœur ce matin. D'ailleurs, on pourrait rétablir dans ce débat ce que je faisais auparavant, deux petites pastilles, soit un Miserere, soit un Alléluia. Alors, comme on est en période de carême et que c'est même la période après le premier dimanche de la Passion un peu particulière, on va peut-être le faire après Pâques. Voilà, comme ça vous aurez le choix de dire une info qui vous a plu ou une info qui vous a déplu. Donc on met de côté cette petite chronique, je réhabiliterai peut-être après Pâques. En tout état de cause, vous avez observé quelque chose qui a Mayol Aldebert. Il y a les 80 ans de l'armistice. Il y a un épisode très peu connu que vous voudriez souligner ce matin. Oui, c'est un épisode assez amusant qu'on n'a pas forcément en tête.
C'est en avril 1945 quand le général de Gaulle tente d'annexer carrément une partie du territoire italien. Donc c'était un projet qui a été mûrement réfléchi pendant la guerre, notamment à Alger où il a rencontré les représentants de la France libre et qui a motivé le général de Gaulle à prendre sa revanche en quelque sorte sur l'Italie, qui est accusé à cette époque d'avoir donné un coup de poignard dans le dos de la France, puisque l'Italie avait signé un traité de maintien de la paix et puis finalement elle s'est engagée aux côtés de l'Allemagne nazie. Et donc de Gaulle en 1945 positionne en fait les troupes de la France libre qui ont repoussé l'armée allemande au sommet des Alpes et positionne ces troupes en fait en face à face devant les cols alpins qui sont encore remplis de neige, de glace, il y a plusieurs mètres, donc ils sont infranchissables. Et de Gaulle attend le printemps pour ordonner au général qui commande l'armée des Alpes de passer à l'assaut et de pénétrer en territoire italien le plus possible pour en fait occuper une partie du Piémont et notamment la vallée d'Aoste, qui est vraiment l'objectif principal de Gaulle, et organiser des référendums locaux pour le rattacher carrément à la France. Et c'est assez amusant parce que... Puisqu'on parle français dans le Val d'Aoste. Dans le Val d'Aoste, on parle français et italien, mais il y a une large partie des territoires qui sont francophones et historiquement sous influence française, même si physiquement, le Val d'Aoste, il est séparé la moitié de l'année par les chaînes montagneuses, notamment le Mont Blanc. Maintenant, il y a le tunnel du Mont Blanc. Bon, voilà, ça va mieux. Et alors, ça n'a pas eu lieu ? Et ça n'a pas eu lieu, mais ce qui est très étonnant, c'est que De Gaulle est allé à jouer vraiment le bras de fer jusqu'au bout avec les Alliés, parce qu'en fait, ce sont les Alliés britanniques et américains qui sont opposés. Et c'est le général américain qui commandait la campagne d'Italie qui a même envoyé des troupes américaines à la rencontre des soldats français, canon chargé. Donc il y a eu un face-à-face, ça a failli dégénérer. D'autant plus que... Entre la France et les États-Unis, donc. Entre la France et les États-Unis. Et De Gaulle, à ce moment-là, dit au général Doyen, qui commande l'armée des Alpes, il lui dit tenez vos positions par tous les moyens. Sous-entendu, s'il faut faire usage de la force, je vous donne carte blanche. Donc on aurait pu avoir un autre conflit à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. C'est assez étonnant. Et De Gaulle, en fait, il faut le remettre dans le contexte du général, de l'illustre général qui joue un peu des coudes pour asseoir la souveraineté française et asseoir la France parmi les nations gagnantes, parce que les Alliés voulaient installer une administration alliée en France. L'Amgot, exactement. Exact. Et en fait, De Gaulle joue des coudes et réussit à imposer. Et là, il va même jusque-là. Donc et en fait, c'est Truman en personne, le président américain après Roosevelt. Roosevelt déjà qui n'aimait pas De Gaulle. Et c'est Truman qui appelle De Gaulle et lui dit... il lui envoie un message et il lui dit écoute mon grand, tu vas retirer tes troupes. Sinon, j'en appelle à l'opinion publique américaine, je parle d'une nouvelle guerre, et puis je coupe tous les approvisionnements à la nouvelle armée française. Et puis De Gaulle, finalement... du coup, il ne va pas te dire bon. Voilà, il va lâcher. Il tire pas bon, mais qui veut. Mais par contre, en 1947, il y a une nouvelle définition des territoires. Donc il n'y a pas le Val d'Aoste, avec les magnifiques montagnes du Mont Rose, du Grand Paradis, mais il y a quelques bouts de territoire qui sont rattachés à la France. Merci Mayol Aldebert pour cette page d'histoire montagneuse en particulier. Je sais que vous y êtes sensible. Et merci Antoine Colonna. Spectacle du Monde titré sur l'Occident contre l'Occident. Et Mayol Aldebert, journaliste au Figaro. Merci beaucoup à tous.